Dès qu'il fut dehors, Pierre se dirigea vers la rue de Paris, la principale rue du Havre éclairée, animée et bruyante. L'air un peu frais des bords de mer lui caressait la figure et il marchait lentement, la canne sous le bras, les mains derrière le dos. Il se sentait mal à l'aise, alourdi, mécontent, comme lorsqu'on a reçu quelque fâcheuse nouvelle. Aucune pensée précise ne l'affligeait, et il n'aurait su dire tout d'abord d'où lui venait cette pesanteur de l'âne et cet engourdissement du corps. Il avait mal quelque part, sans savoir où. Il portait en lui-même un petit point douloureux, une de ces presque insensibles meurtrissures dont on ne trouve pas la place, mais qui gêne, fatigue, attriste, irrite, une souffrance inconnue et légère, quelque chose comme une graine de chagrin. Lorsqu'il arriva place du théâtre, il se sentit attiré par les lumières du café Tortoni et il s'en vint longtemps vers la façade illuminée. Mais au moment d'entrer, il songea qu'il allait trouver là des amis, des connaissances, des gens avec qui il faudrait causer. Et une répugnance brusque l'envahit pour cette banale camaraderie et demi-tasse et des petits verres. Alors, retournant sur ses pas, il revint prendre la rue principale qui le conduisait vers le port. Il se demandait où irais-je bien, cherchant un endroit qui lui plût, qui fût agréable à son état d'esprit. Il n'en trouvait pas, car il s'irritait d'être seul, et il n'aurait voulu rencontrer personne. En arrivant sur le grand quai, il hésita encore une fois, puis tourna vers la jetée. Il avait choisi la solitude. Comme il frôlait un banc sur le brise-lames, il s'assit, déjà las de marcher et d'écouter de sa promenade avant même de l'avoir faite. Il se demanda « Qu'ai-je donc ce soir ?» Et il se mit à chercher dans son souvenir quelle contrariété avait pu l'atteindre, comme on interroge un malade pour trouver la cause de sa fièvre. Il avait l'esprit existable et réfléchi en même temps. Il s'emballait puis raisonnait, approuvait ou blâmait ses élans. Mais chez lui, la nature première demeurait en dernier lieu la plus forte, et l'homme sensitif dominait toujours l'homme intelligent. Donc, il cherchait d'où lui venait cet énervement, ce besoin de mouvement sans avoir envie de rien, ce désir de rencontrer quelqu'un pour n'être pas du même avis, et aussi ce dégoût pour les gens qu'il pourrait voir et pour les choses qu'il pourrait lui dire. Et il se posa cette question. Serait-ce l'héritage de Jean? Oui, c'était possible après tout. Quand le notaire avait annoncé cette nouvelle, il avait senti son cœur battre un peu plus fort. Certes, on n'est pas toujours maître de soi et on subit des émotions spontanées et persistantes contre lesquelles on lutte en vain. Il se mit à réfléchir profondément à ce problème physiologique de l'impression produite par un fait sur l'être instinctif et créant en lui un courant d'idées et de sensations douloureuses ou joyeuses, contraires à celles que désire, qu'appelle, que juge bonne et saine l'être pensant, devenu supérieur à lui-même par la culture de son intelligence. Il cherchait à concevoir l'état d'âme du fils qui hérite d'une grosse fortune, qui va goûter, grâce à elle, beaucoup de joie désirée depuis longtemps et interdite par l'avarice d'un père, aimé pourtant et regretté. Il se leva et se remit à marcher vers le bout de la jetée. Il se sentait mieux. Content d'avoir compris de cette surprise lui-même, d'avoir dévoilé l'autre qui est en nous. Donc j'ai été jaloux de Jean, pensait-il. C'était vraiment assez bas cela. J'en suis sûre maintenant car la première idée qui m'est venue est celle de son mariage avec Madame Rosémilie. Je n'aime pourtant pas cette petite dinde raisonnable, bien faite pour dégoûter du bon sens et de la sagesse. C'est donc de la jalousie gratuite, l'essence même de la jalousie, celle qui est parce qu'elle est. Faut soigner cela. Il arrivait devant le mât de signaux qui indique la hauteur de l'eau dans le port et il alluma une allumette pour lire la liste des navires signalés au large et devant entrer à la prochaine marée. On attendait des steamers du Brésil, de la Plata, du Chili et du Japon, de briques danois, une joëlette norvégienne et un vapeur turc. Ce qui surprit Pierre autant que s'il avait lu un vapeur suisse,
et il aperçut dans une sorte de songe bizarre un grand vaisseau couvert d'hommes en turban qui montait dans les cordages avec le large pantalon. « Qu'est-ce bête ?» pensait-il. « Le peuple turc est pourtant un peuple marin. » Ayant fait encore quelques pas, il s'arrêta pour contempler la rade. Sur sa droite, au-dessus de Sainte-Adresse, les deux phares électriques du cas de la Hève, semblables à deux cyclopes, monstrueux et jumeaux, jetés sur la mer, leur long et puissant regard. Partis des deux foyers voisins, les deux rayons parallèles, pareils aux queues géantes de deux comètes, descendaient, suivant une pente droite et démesurée, du sommet de la côte au fond de l'horizon, puis, sur les deux jetées, des autres feux, en fond de ces colosses, indiquaient l'entrée du Havre. Et là-bas, de l'autre côté de la Seine, on en voyait d'autres encore, beaucoup d'autres, fixes au clignotant, à éclat et à éclipse, s'ouvrant et se fermant comme des yeux, les yeux des ports, jaunes, rouges, verts, guettant la mer obscure couverte de navires, les yeux vivants de la terre hospitalière, disons, rien que par le mouvement mécanique, invariable et régulier de leurs paupières. C'est moi. Je suis Trouville, je suis en fleurs, je suis la rivière de Pontorme, et dominant tous les autres, si haut que, de si loin, on le prenait pour une planète, le phare aérien des Touville montrait la route de Rouen, à travers les bancs de sable de l'embouchure du grand fleuve. Puis, sur l'eau profonde, sur l'eau sans limite, plus sombre que le ciel, on croyait voir, çà et là, des étoiles. Elles tremblotaient dans la brume nocturne, petites, proches ou lointaines, blanches, vertes ou rouges aussi. Presque tout était immobile, quelques-unes, cependant, semblaient courir. C'étaient les feux des bâtiments à l'ancre attendant la marée prochaine, ou des bâtiments en marche venant chercher un mouillage. Juste à ce moment-là, l'une se leva derrière la vitre, et elle avait l'air du phare énorme et divin allumé dans le firmament pour guider la flotte infinie des vraies étoiles. Pierre murmura presque à haute voix. « Voilà, et nous faisons de la ville pour 4 sous. » Tout près de lui, soudain, dans la tranchée large et noire ouverte entre les jetées, une grande ombre fantastique glissa. S'étant penché sur le parapet de granit, il vit une barque de pêche qui rentrait, sans un bruit de voix, sans un bruit de flot, sans un bruit d'aviron, doucement poussé par sa haute voile brune tendue à la brise du large. Il pensa, si on pouvait vivre là-dessus, comme on serait tranquille, peut-être. Oui, ayant fait encore quelques pas, il aperçut un homme assis à l'extrémité du môle. Un rêveur, un amoureux, un sage, un heureux ou un triste? Qui était-ce? Il s'approcha curieux pour voir la figure de ce solitaire et il reconnut son frère. « Tiens, c'est toi, Jean? »« Tiens, Pierre, qu'est-ce que tu viens faire ici? »« Mais je prends l'air, et toi ?» Jean se mit à rire. « Je prends l'air également. » Et Pierre s'assit à côté de son frère. « C'est rue de Montbeau ?»« Mais oui. » Au son de la voix, il comprit que Jean n'avait rien regardé. Il reprit. « Moi, quand je viens ici, j'ai des désirs fous de partir. Je m'en allais avec tous ces bateaux, vers le nord ou vers le sud. Songe que ces petits feux là-bas arrivent de tous les coins du monde. Des pays aux grandes fleurs et aux belles filles pâles ou cuivrées. Des pays aux oiseaux-mouches, aux éléphants, aux lions libres, aux rois nègres. De tous les pays qui sont nos contes de fées, à nous qui ne croyons plus à la chatte blanche ni à la belle au bois dormant. Ce serait rudement chic de pouvoir s'offrir une promenade par là-bas. Mais voilà, il faudra de l'argent beaucoup. » Il se tut brusquement, songeant que son frère l'avait maintenant, cet argent, et que délivré de tout souci. Délivré du travail quotidien, libre, sans travers, heureux, joyeux, il pouvait aller où bon lui semblerait, vers les blondes suédoises ou des brunes havanaises. Puis,
Une de ces pensées involontaires, fréquentes chez lui, si brusques, si rapides, qu'il ne pouvait ni les prévoir, ni les arrêter, ni les modifier, venue, semblait-il, d'une seconde âme indépendante et violente, le traversa. Bah, il est trop niais, il épousera la petite Rose Émilie. Il s'était levé. Je te laisse rêver d'avenir, moi j'ai besoin de marcher. Il serra la main de son frère et reprit avec un accent très cordial. Eh bien, mon petit Jean, te voilà riche. Je suis bien content de t'avoir rencontré tout seul ce soir, pour te dire combien cela me fait plaisir, combien je te félicite et combien je t'aime. Jean, d'une nature douce et tendre, très ému, balbutiait. Merci, merci mon bon Pierre, merci. Et Pierre s'en retourna de son palon, la canne sous le bras, les mains derrière le dos. Lorsqu'il fut rentré dans la vie, il se demanda de nouveau ce qu'il ferait, mécontent de cette promenade écourtée, d'avoir été privé de la mer par la présence de son frère. Il eut une inspiration. Je vais boire un verre de liqueur chez le père Marosco. Et il remonta vers le quartier d'Angouville. Il avait connu le père Marosco dans les hôpitaux à Paris. C'était un vieux Polonais, réfugié politique, disait-on, qui avait eu des histoires terribles là-bas et qui était venu exercer en France, après nouveau examen, son métier de pharmacien. On ne savait rien de sa vie passée. Aussi des légendes avaient-elles couru parmi les internes, les externes, et plus tard parmi les voisins. Cette réputation de conspirateur redoutable, de nihiliste, de régicide, de patriote, prêt à tout, échappé à la mort par miracle, avait séduit l'imagination aventureuse et vive de Pierre Roland, et il était devenu l'ami du vieux Polonais sans avoir jamais obtenu de lui, d'ailleurs, aucun aveu sur son existence ancienne. C'était encore grâce au jeune médecin que le bonhomme était venu s'établir au Havre, comptant sur une belle clientèle que le nouveau docteur lui fournirait. En entendant, il vivait pauvrement dans sa modeste pharmacie, en vendant des remèdes aux petits bourgeois et aux ouvriers de son quartier. Pierre allait souvent le voir après dîner et causer une heure avec lui, car il aimait la figure calme et la rare conversation de Marosco, dont il jugeait profond les longs silences. Un seul bec de gaz brûlait au-dessus du comptoir chargé de fiolets. Ceux de la déventure n'avaient point été allumés par économie. Derrière ce comptoir, assis sur une chaise et les jambes allongées l'une sur l'autre, un vieux homme chauve avec un gros nez d'oiseau qui, continuant son front dégarni, lui donnait un air triste de perroquet, dormait profondément, le menton sur la poitrine. Au bruit du timbre, il s'éveilla, se leva et, reconnaissant le docteur, vint devant de lui, les mains tendues. Sa redingote noire tigrée de taches d'acide et de sirop, beaucoup trop vaste pour son corps maigre et petit, avait un aspect d'antique soutane, et l'on parlait avec un fort accent polonais qui donnait à sa voix fluide quelque chose d'enfantin, un zizaillement et des intonations de jeune être qui commence à prononcer. Pierre s'assit et Marosco demanda « Quoi de neuf, mon cher docteur ?»« Rien, toujours la même chose partout. » « Vous n'avez pas l'air gai ce soir ?»« Je ne le suis pas souvent. »« Allons, allons, il faut secouer cela. Voulez-vous un verre de liqueur ?»« Oui, je veux bien. »« Alors, je vais vous faire goûter une préparation nouvelle. Voilà 2 mois que je cherche à tirer quelque chose de la groseille dont on n'a fait jusqu'ici que du sureau. Eh bien, j'ai trouvé une bonne liqueur, très bonne liqueur. » Et ravi, il alla vers une armoire, l'ouvrit et choisit une fiole qu'il apporta. Il remuait et agissait par gestes courts, jamais complets, jamais il n'allongeait le bras tout à fait, n'ouvrait toutes grandes les jambes, ne faisait un mouvement entier et définitif. Ses idées semblaient pareilles à ses actes. Il les indiquait, les promettait, les esquissait, les suggérait, mais ne les énonçait pas.
Sa plus grande préoccupation dans la vie semblait être d'ailleurs la préparation des sirops et des liqueurs. Avec un bon sirop ou une bonne liqueur, on fait fortune, disait-il souvent. Il avait inventé des centaines de préparations sucrées sans parvenir à en lancer une seule. Pierre affirmait que Marosco le faisait penser à Marat. De petits verres furent pris dans l'arrière-boutique et apportés sur la planche aux préparations. Puis, les deux hommes examinèrent et l'élevant vers le gaz la coloration du liquide. « Joli rubis », déclara Pierre, « n'est-ce pas ?» La vieille tête de perroquet du Polonais semblait ravie. Le docteur goûta, savoura, réfléchit, goûta de nouveau, réfléchit encore et se prononça. « Très bon et très neuf comme saveur. Une trouvaille, mon cher. »« Ah, vraiment, je suis bien content. » Alors Marosco demanda conseil pour baptiser la liqueur nouvelle. Il voulait l'appeler essence de groseille, ou bien fine groseille, ou bien groseillia, ou bien groselline. Pierre n'approuvait aucun de ces noms. Le vieux eut une idée. « Ce que vous avez dit tout à l'heure est très bon, joli rubis. » Le docteur contesta encore la valeur de ce nom, bien qu'il l'eût trouvé, et il conseilla simplement « groseillette », que Marosco déclara admirable. Puis, ils se turent et demeurent assis quelques minutes sans prononcer un mot, sous l'unique bec de gaz. Pierre enfin, presque malgré lui. « Tiens, il nous est arrivé une chose assez bizarre ce soir. Un des amis de mon père, en mourant, a laissé sa fortune à mon frère. » Le pharmacien sembla ne pas comprendre tout de suite, mais après avoir songé, il espéra que le docteur héritait par moitié. Quand la chose lui était bien expliquée, il parut surpris et fâché, et pour exprimer son mécontentement de voir son jeune ami sacrifié, il répéta plusieurs fois « Ça ne fera pas un bon effet. » Pierre, que son énervement reprenait, voulut savoir ce que Marosco entendait par cette phrase. Pourquoi cela ne ferait-il pas un bon effet? Quel mauvais effet pouvait résulter de ce que son frère héritait la fortune d'un ami de la famille? Mais le bonhomme, circonspect, ne s'expliqua pas davantage. Dans ce cas-là, on laisse aux deux frères également. Je vous dis que ça ne fera pas un bon effet. Et le docteur impatienté s'en alla, rentra dans la maison paternelle et se coucha. Pendant quelque temps, il entendit Jean qui marchait doucement dans la chambre voisine. Puis, il s'endormit après avoir bu 2 verres d'eau.